Cité administrative du plateau ce matin. Un petit attroupement devant la tour A. Un agent du service de santé de l'éducation nationale, hors de son bureau, reçoit en plein air des usagers. Peu ordinaire comme scène, c'est que depuis le 9 décembre 2016, la tour A est fermée pour raison de travaux. Depuis le 9 décembre, il y a eu une coupure d'électricité et un manque d'eau. Donc depuis ce temps, nous ne travaillons pas. Et ce n'est que le 2 janvier 2017 que nous avons reçu des messages qui nous demandent de reprendre le travail. Une reprise du travail difficile, l'ascenseur a rétabli certes, mais pour ceux trouvant l'attente trop longue, il faut emprunter les escaliers. Un exercice épuisant dans l'obscurité, faute d'éclairage, Fulbert à son bureau, au 2e étage. Nous nous rendons un étage plus haut, au 3e. Quelques agents sur place nous conduisent aux toilettes. Pas d'eau. À la tour A, aucun cabinet ministériel, mais des directions stratégiques sont en souffrance. Celle, par exemple, de l'inspection générale de l'éducation nationale. Parce que nous avons des urgences. Là, on vous dit qu'il y a telle chose qui se passe à tel endroit. On vous envoie le courrier. Le courrier, on ne sait pas où le déposer. Donc, les courriers sont départis au cabinet. C'est le cabinet qui m'appelle sur le téléphone ou sur quelqu'un pour me dire « Ah, vous avez un courrier, j'ai trouvé quelqu'un, vous venez le chercher ». Or, les agents de courrier, écoutez, ils n'ont pas accès à leur bureau. Une situation en nette amélioration cependant. Il y a déjà une semaine où on nous avait dit qu'on allait régler le problème. Bon, il faut constater que quand même il y a un progrès puisqu'on n'avait pas du tout de lumière. Aujourd'hui, on a les lumières, on n'avait pas d'ascenseur, les ascenseurs existent. Les couloirs sont dans l'obscurité, les clim ne marchent pas. Bon, on suppose que progressivement, ils sont en train de chercher à rétablir. Une surtension a occasionné l'interruption de l'électricité à la tour A. Mais également, l'interruption de l'électricité à la tour A provoqué l'arrêt de la fourniture de l'eau potable à la tour A et à la tour B. Depuis donc cet incident, des démarches ont été menées. Des mesures palliatives pour permettre aux agents de reprendre du service, mais pour résoudre durablement la question, il faut dégager les budgets nécessaires. Nous avons fait des démarches au niveau des opérateurs économiques pour soulager un tant soit peu l'utilisation de la tour A, notamment faire en sorte qu'on ait un minimum d'électricité pour permettre un fonctionnement. La patience, le maître mot désormais, et une date pour plus d'éclaircies. Le 10 janvier 2017 comme solution transitoire, mais surtout un appel à mieux gérer les ressources, car l'une des causes des problèmes de ces tours est le branchement parallèle. Quand vous regardez sur les façades, vous allez constater plusieurs climatiseurs de fenêtres ou alors des splits installés, alors qu'il y a une climatisation centrale. La tour A et la tour B, construites entre les années 70 et 77, sont les plus anciennes de la cité administrative. Elles ont plus que jamais besoin d'un relooking. Il y a plus d'une décennie en Côte d'Ivoire, le système de santé était agonisant. Il fallait le réanimer. On est obligé de reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Il reste même d'ailleurs énormément à faire et parce que nous venons vraiment de très très loin. Il a fallu au gouvernement actuel mener le combat chaque jour pour lui donner un souffle. Un souffle pour améliorer la santé des Ivoiriens. Aujourd'hui, on note plusieurs acquis. Notre bilan est positif, d'autant plus que le taux de fréquentation est passé en 2010 de 19% à 2015 à 48%. C'est sur cette base que nous allons donc nous évaluer et savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Le taux de fréquentation et le taux d'utilisation des services dans les formations sanitaires ont évolué. Aujourd'hui, le système vit, même si sa santé est encore fragile. Des infrastructures sanitaires verront le jour pour lui donner une santé de fer. L'Institut de médecine nucléaire est prêt à être livré. Le centre hospitalier régional universitaire d'Angré est prêt à être mis à disposition. Les équipes de médecins
et de personnel de santé sont déjà là-bas. Ils sont en train déjà d'éprouver les équipements. Nous avons pu améliorer les différents plateaux techniques. Nous avons mis en circulation, comme vous savez, le service des urgences du CHU de Cocody, qui est un joyau. Nous continuons d'améliorer et de faire en sorte que ces urgences du CHU de Cocody fonctionnent effectivement et fonctionnent bien. Il y a aussi le profil de carrière des agents de santé qui a été amélioré. Le président de la République a accepté d'améliorer le profil de carrière des agents de santé. C'est important parce que cela leur permet de pouvoir accéder à des meilleurs postes. Les douleurs que les Ivoiriens ressentent souvent face aux prises en charge médicales ne tombent pas dans les oreilles de sourds. C'est pour les soulager que des réformes ont été engagées au niveau de l'INFAS. Nous avons au niveau du ministère du Budget une prévision de 1500 agents de santé que nous devons inscrire à l'INFAS pour cette année, pour l'année 2016. Malheureusement, avec la rigueur que nous avons mise dans la sélection lors du concours, nous n'avons pu avoir que 800 et quelques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement d'accepter que nous puissions procéder à une deuxième session, n'est-ce pas, pour pouvoir tenter d'atteindre, n'est-ce pas, les 700 autres qui sont prévus. Bilan santé, bilan hygiène publique, le gouvernement se dit satisfait, même si beaucoup reste à faire. Tout le long de l'année 2016, la Côte d'Ivoire n'a pas connu d'épidémie, ni de méningite, ni de choléra, ni même Ebola. En termes d'épidémie, la Côte d'Ivoire a fait énormément de progrès et nous continuons de nous préparer pour la riposte. Une nouvelle année s'annonce avec une bonne thérapie pour guérir ou pour donner l'espoir aux Ivoiriens. Enfants et femmes issus de familles à revenus modestes reçoivent des dons en vivres et non-vivres. Ces dons sont de l'ONG internationale Joie des enfants d'Afrique, une ONG qui fait du social une de ses priorités. Les localités de Konakoko-Kro et de Trianikro dans les sous-préfectures de Toumoudi et de Dembokro sont visités en cette période de réjouissance populaire. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs en esquissant quelques pas de danse. Un événement qui a permis de renforcer la salle multimédia de l'école primaire de Trianikro en matériel informatique. Cette cérémonie de dons a enregistré la présence des autorités coutumières et administratives de ces localités. 3 juillet 1990, Manuel Noriega est condamné à 40 ans de réclusion aux États-Unis. Manuel Noriega, né le 11 février 1934 à Panama City. Son destin doit beaucoup aux États-Unis. C'est eux, au tournant des années 60-70, qui font de ce jeune militaire l'un de leurs relais officieux à Panama. Promu chef des forces armées en 1983, il collabore plus que jamais avec la CIA, percevant jusqu'à $200,000 par an. Ambitieux, il prend vite goût au pouvoir et au luxe, au point d'échapper à tout contrôle. Le voici bientôt un despote nationaliste, suspecté de jouer en fait sur tous les tableaux, de tromper les États-Unis pour mieux servir les caïds du cartel de Medellín. Il faut attendre 1987 pour que le vent tourne. Les amitiés de Noriega et la violence de ses partisans lassent la Maison-Blanche. Le président George Bush père craint ses liens avec Cuba, le Nicaragua, la Libye et redoute plus encore de perdre toute emprise sur la zone du canal. Arrive à l'automne 1989. À Berlin, le mur tombe. Au Panama, Cara de Piña, Manuel Noriega persiste à jouer les fiers. Les 13 000 GI militaires américains chargés de sécuriser la zone du canal qui fut sous l'administration américaine jusqu'en 1979 ne livraient pas. Le 15 décembre, il franchit le Rubicon en s'autoproclamant leader maximum à l'instar de Fidel Castro et déclare son pays en état de guerre. Mais ses gesticulations, semble-t-il, ne trompent pas personne. Il est en réalité très isolé. Répétons-le, plusieurs exactions à l'encontre même de touristes et citoyens américains, entre autres maladresses, provoquent la colère de George Bush père, mais capturer Noriega ne sera pas chose aisée. L'opération Juste Cause est lancée le 20 décembre à 0h45 à Panama City. C'est l'état de siège. Des jours plus tard, la traque de Noriega
va s'accentuer. Plusieurs médiations, dont celle du nonce apostolique du Panama, José Sébastien Labois, auprès de qui il s'est réfugié, seront menées. Nourega finira par passer un accord et le 3 janvier 1990, il se rend aux Américains. Une Bible en main.